Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 23 novembre. Nouveau signe de rupture entre Israéliens et Palestiniens. L'armée israélienne ordonne la fermeture des bureaux conjoints de liaison. De nouveau des morts et des blessés de part et d'autre aujourd'hui. 40 ans après, la torture pratiquée par l'armée française en Algérie et les exécutions sommaires font naître une polémique politique entre le devoir de mémoire et la repentance. Question dans cette édition au général Paul Ossaras. Il fut le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Il a procédé lui-même à des exécutions. Verdict dans les heures qui viennent aux assises de Nanterre. Qui du père ou de la mère a tué le petit Lubin, le bébé de 7 semaines? Le procureur estime que c'est la mère qui est coupable. Information judiciaire pour dopage contre le double vainqueur du Tour de France, Lance Armstrong, et son équipe, l'US Postal. À la veille des états généraux du cancer, enquête sur l'attitude des assurances qui refusent des prêts à des personnes qui furent atteintes d'un cancer. Et puis à partir de demain à Paris, à Bercy, le trophée Lalique, favori de cette épreuve de patinage artistique, le couple champion du monde de danse sur glace, Wendal Pesera et Marina Anissina. Explosion d'une voiture piégée à Gaza près du passage d'Eretz, tir contre un quartier juif de Gilo près de Jérusalem, un hélicoptère israélien qui lance une roquette au nord de Naplouse, des soldats israéliens blessés lors d'un échange de tirs. Ce furent quelques-unes des nouvelles violences de cette journée au Proche-Orient. De part et d'autre, les populations israéliennes et palestiniennes manifestent leur désespérance. Charles Anderlin, Yann Jikel et Yalan Grego ont recueilli ces réactions à Jéricho et puis à Edera, non loin de Tel Aviv, où hier un attentat coûtait la vie à 2 Israéliens en blessant 37 autres. Chez les Israéliens, le sentiment d'insécurité augmente de jour en jour. Il y a la crainte de nouveaux attentats comme celui d'hier à la voiture piégée à Hedera. Mais il y a aussi l'angoisse d'un avenir incertain, d'une paix qui semble s'éloigner. De même que les Palestiniens veulent nous détruire, nous devons leur rentrer dedans. Ils croient qu'ils vont nous virer d'ici, mais c'est nous qui allons les virer. Je crois que nous allons devoir supporter encore quelques attentats. Les autres vont supporter nos représailles et le processus de paix reprendra. Il n'y a pas de choix. Aucun ne peut jeter l'autre à la mer. Il faut négocier immédiatement. Autrement, les attentats vont continuer. Chez les Palestiniens, la colère se mêle au désespoir. Voici la petite ville de Jéricho. Presque tous les soirs, l'armée israélienne riposte massivement à des tirs palestiniens sur l'implantation voisine de Vered Jéricho. Même le casino n'est pas épargné. La ville est bouclée par l'armée israélienne. Les 25 000 habitants ne peuvent ni entrer ni sortir. Le chômage atteint les 70%. Ces chauffeurs de taxi ne font qu'une ou 2 courses par jour. Je gagne quoi? 40, 50 shekels par jour? C'est pas assez pour acheter du pain ou pour envoyer les enfants à l'école. C'est pour notre indépendance. Peut-être. Même sans nourriture, même sans argent. Malgré cela, nous sacrifierons tout pour notre patrie. La catastrophe n'épargne pas les agriculteurs. Toute leur production d'hiver est perdue. Normalement, Rader vend très bien ses piments. Mais cette année, il ne peut pas exporter hors de Jéricho. Combien de temps peut-il tenir ainsi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Et personne ne peut répondre pour l'instant. Et puis Charles Anderlin, nouveau signe de rupture entre Israël et les Palestiniens, la décision de fermer les bureaux conjoints de liaison. Oui, ces bureaux de liaison étaient le dernier vestige, le dernier acquis du processus de paix commencé à Oslo en 1993. Ils assuraient la coordination entre les militaires des deux camps. C'est de là que partaient les patrouilles conjointes israélo-palestiniennes qui n'existent plus. Et depuis le début de l'intifada, les bureaux de liaison servaient presque uniquement à régler des problèmes humanitaires, le transfert de blessés, de médicaments, de nourriture en territoire palestinien. Et maintenant, leur fermeture rendra tout cela beaucoup plus difficile. Et puis, le conflit rentre dans une nouvelle phase, cette semaine, beaucoup plus dure, beaucoup plus dangereuse. C'est à nouveau l'escalade. Merci Charles. Près de 40 ans après la fin de la guerre entre la France et l'Algérie, des témoignages de personnes torturées par l'armée française et des déclarations de hauts gradés français, dont le général Massu, reconnaissant les faits, viennent nourrir ce que l'on appelle le besoin de devoir de mémoire.
Au long des 8 années de conflit, 1954-1962, les militaires français ont eu à faire face aux combattants du FLN. Parmi ceux-ci, Agnès Varamian et Philippe Jasselin viennent de rencontrer à Alger Louisette Iguilariz et Abdelkader Aman. Arrêtés, ils ont été torturés, ils témoignent. Pendant la guerre d'indépendance, Abdelkader Aman était membre des commandos urbains du FLN. Recherché par l'armée française, capturé en 61, il passe 18 jours ici, à la Villa Susini, siège du 3e régiment étranger parachutiste. Très vite, on l'amène dans ses caves. Au fond de celle-ci, une baignoire pleine d'eau souillée. On était attachés, les mains derrière, et on nous basculait la tête dans la baignoire. On ne pouvait pas respirer, on était obligé de boire ça. Et c'était la torture la plus féroce. Ici, c'était la salle de la Gégène, engin électrique branché sur l'oreille, le sexe. Pour couvrir les cris, les militaires chantaient. C'était une chanson où il était question de « À toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie, toi qui me renverse, toi qui me bouleverse ». Et c'était les 2 dernières phrases qu'il répétait encore. « Toi qui me renverse, toi qui me bouleverse, mon petit grain de fantaisie ». La Villa Susini est le billard, la corniche, autant de lieux de torture. Alger, 40 ans plus tard, Louisette Iguilariz se souvient. Elle a 20 ans et sert d'agent de liaison au FLN quand elle est arrêtée. Blessée, plâtrée, pendant 2 mois allongée nue sur un lit, elle croupit dans ses immondices. En temps normal, quand on voit le purin et les excréments, on essaye de les éviter. Moi, j'étais dedans. On s'attendait à tout. De toute façon, on était préparé à tout. On était préparé aux insultes, aux injures, aux gifles, aux coups de poing, aux coups de pied. Mais là où ils ont essayé de forcer la dose, c'est là où j'ai espéré me suicider. Avec quels moyens? Je n'avais pas les moyens. Louisette, de son nom de guerre Lila, reconnaît que tous les militaires français n'étaient pas des tortionnaires. Un nommé Graziani agissait sur ordre. Graziani, lui, était pervers, il était tortionnaire. Mais je voyais que l'ordre venait de Bijard et de Massu. Louisette Iguilariz ne doit son salut qu'à un médecin militaire français, révolté par la torture et qui l'a fait évacuer vers une prison. Cet homme, Louisette l'a cherché, en vain. En fait, son sauveur est mort il y a 3 ans. Il repose dans le sud de la France, face à elle, de l'autre côté de la Méditerranée. Celui qui fut le commandant militaire du département d'Alger, le général Jacques Massu, reconnaît la généralisation de la torture. Il va plus loin, il estime qu'aujourd'hui la condamnation de ces pratiques par Paris représenterait une bonne chose. D'autres soldats français, depuis quelques jours, se mettent à parler, rompant ainsi avec un certain silence habituel aux armées. C'est le cas d'un militaire de carrière qui se trouvait à Constantine et tout d'abord d'un appelé qui fut conduit à déserter. Commentaire Pascal Golomer avec Jérôme Bonny et David Bazier. Il est parti en Algérie comme des centaines de milliers de jeunes Français, appelés du contingent. Nous sommes en 1956, Noël Favrelière a 22 ans et le voilà plongé dans la guerre, une guerre dont il découvre les horreurs, les interrogatoires, la torture, la corvée de bois. Alors la corvée de bois, c'est une exécution sommaire, sans procès. On dit simplement aux prisonniers, tiens, va chercher du bois, ramasse des brindilles pour faire le feu. Il s'écarte de quelques pas du camp et on lui tire une rafale. Le rapport est tout simple à établir, tentative de fuite. Chargé de la garde de 2 prisonniers algériens, Noël Favrelière envoie partir un premier, qui sera jeté du haut d'un hélicoptère. Il devine alors que le deuxième sera exécuté quelques heures plus tard. J'en avais plus qu'assez de tout ce qui se passait, étant déjà contre avant de partir, mais partant cependant parce que je ne tenais pas à faire 5 ans de prison. Mais là, c'était la goutte d'eau. Je ne voulais pas que ce jeune gars, blessé en plus, soit tout simplement assassiné. Il ne pouvait pas partir seul, il était blessé au talon. Il avait pris une balle. Alors, la nuit venue, je l'ai libéré et je suis parti avec lui. Déserteur, condamné à mort par contumace en 1965, Noël Favrelière ne rentrera en France qu'en 1966 après avoir été gracié. Devant mon cadavre. Mais face aux actes de torture dont ils sont les auteurs ou les témoins en Algérie, beaucoup de militaires français ont préféré se taire, au nom de la discipline. Pierre Alban Thomas est un ancien résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Capitaine dans une unité de renseignement,
Il assistait aux interrogatoires menés par les policiers à coups de décharge électrique. Moi, je trouvais ça absolument horrible, mais je ne disais rien parce que j'avais la fonction d'officier de renseignement et je considérais que je ne devais rien dire, c'était un tort, j'en ai aujourd'hui des remords de ne m'être pas élevé contre ça, mais il faut dire que la torture, c'était banalisé. Nous la considérions comme un moyen parmi d'autres pour obtenir des renseignements. La torture comme moyen efficace pour arrêter au plus vite la guerre, cet argument, Pierre-Fabien Thomas ne veut plus en entendre parler. Le Parti communiste demande la création d'une commission d'enquête sur les tortures commises durant la guerre d'Algérie. Réaction plus prudente des socialistes, même si au ministère de la Défense on affirme souhaiter toute la transparence. En revanche, l'idée d'une repentance n'est pas du tout partagée par l'ensemble de la classe politique. Vous voyez le reportage de Thierry Clopeau et Pierre Moscovici. L'appel des intellectuels dans l'humanité pour la condamnation officielle de la torture pendant la guerre d'Algérie a tout d'abord trouvé un écho. Le 4 novembre, lors du dîner du CRIF, Lionel Jospin s'est dit convaincu qu'un travail de vérité sur cette période n'affaiblirait pas la communauté nationale. Aujourd'hui, c'est le Parti communiste qui demande la création d'une commission d'enquête pour que la vérité soit faite sur certains faits de guerre commis par l'armée française. La torture a été légalisée, en quelque sorte, puisque les généraux reconnaissent aujourd'hui qu'il y avait la torture, et je crois que les pouvoirs publics de l'époque, les gouvernements, n'étaient pas dans l'ignorance de ces faits. Donc il faut connaître la vérité, oui, avant que les témoins disparaissent, et puis des familles ont été brisées, des carrières aussi anéanties. Il faut rendre justice à tous ces hommes et ces femmes qui ont été torturés en Algérie. À droite, au RPR comme à l'UDF, on condamne bien sûr la torture, mais on s'élève contre toute repentance officielle de l'État français. On dénonce même une manœuvre politique du Parti communiste et d'une certaine partie de la gauche. Elle est destinée, c'est très clair, à faire mal. Mais à faire mal uniquement à l'armée française. À mettre en cause uniquement l'honneur de l'armée française. Et je crois que cette campagne-là n'est pas digne de notre pays. Alain Richard, ministre de la Défense, estime aujourd'hui qu'il est bon que la transparence soit faite sur la question de la torture. Le gouvernement pourrait se prononcer définitivement après le travail d'une commission d'enquête parlementaire sur cette guerre d'Algérie qui longtemps n'a pas dit son nom. Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires? Oui. Vous avez exécuté combien de gens? Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé... À notre concert du Monde, Florence Bourget. Eh bien, j'en ai exécuté 24. Est-ce que, comme le capitaine que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez des remords? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme. Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter, que de torturer? Non, non, non. Alors vous devriez en avoir des regrets, vous devriez vous dire c'est pas comme ça qu'on mène la guerre? Écoutez, nous n'avions pas le choix. Il y avait, dans la bataille d'Alger, il y a eu un nombre très considérable d'actes de terrorisme et d'actes qui amenaient la mort d'innocents, de femmes et d'enfants, plus que de militaires. Et lorsque nous avions capturé certains auteurs de ces actes, eh bien nous tentions de reconstituer la filière qui leur avait l'organisation qui leur avait permis d'avoir la possibilité d'accomplir ces actes. Les lois de la guerre autorisent la torture, d'après vous? Certes pas. Alors pourquoi? Eh bien parce que la justice, à l'époque, était impuissante à décider du sort de ces auteurs d'actes de terrorisme. Vous exécutiez les gens très vite, donc la justice n'avait pas le temps de s'en mêler? La justice n'aurait pas eu le temps, n'aurait eu du temps de garder ces gens emprisonnés, mais il aurait fallu des mois avant qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête d'abord et ensuite d'un jugement. Général, d'autres militaires n'ont pas choisi comme vous d'exécuter ou de torturer. Certains, je pense au général de Bollardière, ils ont refusé. Je pense à Paul Tedjen aussi qui a refusé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas refusé?
parce que j'ai été soumis à des conditions. Je connaissais très bien le général de Vallardière, dont j'avais été l'adjoint direct en Indochine, et c'était un homme que je considérais comme remarquable. Alors pourquoi vous n'avez pas suivi son exemple? Et parce que je n'étais plus sous ses ordres. J'étais aux ordres du général Massu. Le général de Vallardière avait un commandement à proximité d'Alger, mais il n'était pas impliqué dans la bataille. Le général Massu n'a pas la même position que le général Bijard. Vous êtes plutôt proche du général Massu qui dit qu'il faut le reconnaître et il faut aller jusqu'à une forme de repentance, ou pas? Non, il ne faut pas aller. Je ne suis pas en faveur d'une forme de repentance. Mais pourquoi? Et parce que une forme de repentance pour des actes criminels ne se justifie pas. Autrement dit, une forme de repentance en soi, bien sûr, est quelque chose de louable, mais lorsque il s'agit d'actes criminels, eh bien, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours à une repentance. Mais vous pensez qu'on peut encore, 40 ans après, plus de 40 ans après, justifier la torture utilisée par les militaires français? Pas la justifier, mais la constater. L'expliquer, oui. Le journal de France 2 est reçu en Algérie. Il y a des familles de ceux que vous avez exécutés. Oui. Il y a des familles de personnes qui ont été torturées. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils ne me demandent rien, ils n'ont pas jamais demandé. Et s'ils vous demandaient? Eh ben, si vous disiez, nous avons un devoir de mémoire, un devoir d'histoire à faire, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, je leur dirais que, oui, vous avez un devoir d'histoire, en ce qui vous concerne personnellement, mais en ce qui me concerne, j'ai été dans des conditions où j'ai eu recours à des actes que je n'aimais pas et que j'ai dû accomplir. Général, un militaire doit toujours obéir, même dès lors qu'il s'agit d'enfreindre, je dirais, des lois humaines? Écoutez, les militaires, dans tous les cas auxquels j'ai été mêlé, d'exécutions sommaires et de tortures que je n'ai pas exécutées moi-même, mais que j'ai approuvées, eh bien, le militaire rendait compte à sa hiérarchie. Vous vous dites maintenant, on aurait pu faire autrement? Si on avait eu le temps, oui. Vous comprenez donc d'une certaine manière qu'on puisse torturer en Bosnie, en Afrique, en Argentine? Mais non, ce qui se passe en Afrique, en Bosnie et en Argentine ne me concerne pas. Ce qui m'a concerné était la bataille d'Alger, et je me suis trouvé dans des conditions qui ne sont pas celles d'Argentine, de Bosnie et d'ailleurs. Que doit faire la France, d'après vous? Essayer de réparer d'une certaine manière? Non. Alors il faut passer l'éponge sur des milliers de victimes? À mon avis, il faut passer l'éponge. Et pas savoir reconnaître l'histoire? Je vous ai dit que j'avais été amené à pratiquer des exécutions sommaires dans le cas où j'ai eu affaire à des terroristes coupables d'actes qui avaient amené la mort d'innocents. Et ils faisaient l'objet d'interrogatoires. Mais vous n'avez aucun regret? Je n'ai aucun regret. Si, j'ai des regrets, mais je n'ai pas de remords. Merci, Général. Les jurés de la Cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre sont en ce moment même réunis dans la salle des délibérations. Ils doivent, dans leur intime conviction, dire qui est coupable d'avoir donné la mort au petit Lubin, un bébé de 7 semaines. Est-ce sa mère, comme a tenté de le démontrer le procureur, ou bien est-ce son père? Et puis, que penser d'un dernier témoin, compte rendu d'audience Dominique Verdeillan et Alexandre Delaval? Un témoin de la dernière heure que la Cour d'assises accepte d'entendre alors que l'avocat général a déjà prononcé son réquisitoire. Jean-Pierre Adam dit avoir rencontré Jérôme en prison. Il m'a dit qu'il était innocent, mais l'accusé nie avoir parlé à cet ancien détenu, un témoin de plus qui embrouille l'esprit des jurés. L'avocat général, elle, a un scénario, un raisonnement. La mort de Lubin, dit-elle, est un geste de haine. C'est le couple qui a tué le bébé, mais un seul a porté les coups, la mère. Jérôme ne l'aimait plus, l'humiliait, l'enfant était de trop. L'avocat général requiert l'acquittement de Jérôme et 20 ans contre Magali. Révolte du père. Je suis absolument scandalisé. Indigne. C'est d'une honte. C'est la première fois de ma vie que j'entends sur un raisonnement et pas sur une démonstration réclamer une peine aussi démesurée
Un raisonnement auquel adhère l'avocat du père. Pour lui, il n'y a qu'à observer l'emploi du temps des deux accusés pour trouver le coupable. Et si vous reprenez les dates, cela colle d'une manière totale malheureusement et on a la démonstration que ce n'est pas possible que ce soit Jérôme Duchemin. Mais que ce soit elle en revanche. Ah, c'est pas à moi de le dire. Hein. Chacun des 4 avocats a plaidé l'acquittement de son client, autrement dit, la condamnation de l'autre. Le dilemme est important pour les jurés, Dominique. Oui, Claude, et il est rare de sentir, de percevoir une tension, une gravité aussi pesante au moment où les jurés entrent en délibéré. Dans le box, un couple toujours marié alors que depuis 6 ans, il se déchire. Et on demande aux jurés de faire un choix, envoyer l'un des deux en prison. Mais la cour d'assises peut également décider de condamner les deux. Alors, condamnation de l'un ou condamnation des deux, l'affaire sera rejugée compte tenu de la possibilité désormais de faire appel en matière criminelle. Mais la cour d'assises peut également décider d'acquitter les deux au bénéfice du doute. Là, les acquittements seront alors définitifs et la mort du petit Lubin restera sans réponse. Merci. Verdict très tard dans la nuit sans doute. La ministre de la Justice, Marie-Lise Lebranchu, a décidé de remettre à plat tout le système de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire ce système d'aide aux plus démunis pour être correctement défendus. Mais pour l'instant, pas d'enveloppe de secours. C'est l'avocat Paul Boucher, par ailleurs président d'ATD Quart Monde, qui a été chargé d'une médiation avec les organisations syndicales d'avocats qui mènent actuellement une grève. Ces grèves d'avocats sont très suivies actuellement, que ce soit à Toulouse, Lille, dans le Nord, dans l'Est, dans l'Ouest. À Poitiers, François Privat et Philippe Ritten ont assisté cet après-midi à une audience inusitée. On n'a jamais vu autant d'avocats à une audience du tribunal de Poitiers. Pourtant, aucun d'entre eux ne va plaider. Ils sont en grève, pour 1 semaine au moins. Les avocats du barreau de Poitiers réaffirment l'importance de leur mission sociale et l'exigence absolue d'une défense offerte à toute personne, quelle que soit sa situation économique. Monsieur le Président, Mesdames, nous demandons le renvoi des affaires appelées à l'audience de ce jour. Les avocats quittent alors la salle. L'audience est effectivement reportée puisque les prévenus du jour ont choisi de ne pas assurer eux-mêmes leur défense. Ils devront donc revenir. Dans l'affaire, je suis venu ici. J'aurais voulu que ça soit terminé le plus tôt possible. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pas d'audience non plus à la cour d'appel. Alain bénéficie de l'aide juridictionnelle. Son avocate, commise d'office ce matin même, disposait de quelques heures seulement pour prendre connaissance du dossier et le plaider. Le tout pour 560 francs. J'ai donné de mon argent, outre de mon temps, puisqu'il est évident qu'il ne me reste rien, puisque là-dessus, moi, je vais imputer mes charges directement, toutes les charges auxquelles nous sommes assujettis, et il est évident qu'avec cette rémunération que m'accorde l'État, je ne suis pas indemnisée. Et moi, je n'ai pas d'argent pour payer mon avocat, c'est pas normal que de leur donner propre, elles financent ma défense. C'est pas à eux de faire. Comme une majorité de leurs confrères, les 170 avocats du barreau de Poitiers réclament le doublement de l'aide juridictionnelle, qui représente ici un budget d'environ 10 millions de francs par an. Et nous en arrivons aujourd'hui à une position qui est une position dure, parce qu'effectivement, nous n'avons pas été entendus. Jusqu'au 1er décembre, ils sont en grève et n'hésiteront pas, comme en début de semaine, à délaisser la salle des pas perdus pour manifester dans la rue. Ouverture d'une information judiciaire contre X visant l'équipe cycliste US Postal à propos d'une affaire de dopage présumé. Cette équipe n'est pas n'importe laquelle, puisque son leader est l'Américain Lance Armstrong, double vainqueur des 2 derniers Tours de France. Explication avec Christelle Bertrand et Didier Guyot. À chacun son tour. C'est rare, mais l'équipe de Lance Armstrong est rattrapée par la justice, cette fois. L'US Postal se retrouve dans une affaire de dopage. À l'origine de l'enquête, le contenu de sacs plastiques provenant du périmètre réservé à l'équipe américaine pendant le Tour de France. Des journalistes auraient alors surpris les occupants d'une voiture ramassant ces sacs avant de s'en débarrasser à l'abri des regards indiscrets. Après 1 mois d'enquête, la justice a donc de forts soupçons. Déjà, pendant le procès Festina, les performances du double vainqueur du Tour en avaient étonné plus d'un. On a l'impression qu'il progresse, plus il fait d'efforts. C'est complètement... En fait, il ne fatigue pas, quoi. Au contraire. L'Américain, victime d'un cancer en 96, a toujours balayé d'un revers de main les suspicions. Il va même jusqu'à nier le dopage. J'en ai vraiment assez d'entendre parler de ce mythe du dopage dans le cyclisme. Encore une fois, pour moi, c'est un mythe, le dopage existe dans tous les sports. L'équipe du double vainqueur du Tour va devoir s'expliquer sur le contenu des sacs. Il n'y aurait pas de produits dopants, juste des substances à base de sang de veau.
La décision du Conseil d'État autorisant la mise en culture de variétés de maïs transgéniques a suscité de vives réactions chez les écologistes et dans les milieux agricoles. Cette décision a été prise pour se mettre en conformité avec un arrêt de la Cour de justice européenne. Mais le gouvernement a l'intention de dresser un bilan sur la culture du maïs génétiquement modifié et il se réserve le droit d'user du principe de précaution pour revenir sur cette autorisation. Commentaire Émilie Lançon. C'était en juin 98. Opération coup de serpe, ces agriculteurs arrachent des plants de colza transgéniques. Ce ne sont pourtant que des expérimentations, mais les OGM font peur. Et depuis 2 ans, en plein contexte de la vache folle et de psychose alimentaire, la méfiance n'a fait que grandir. Ceci explique cela, la décision hier du Conseil d'État d'autoriser 3 nouvelles variétés de maïs transgéniques a été ressentie comme une provocation, et d'abord par les écologistes. La société a dit non à la vache folle, elle dit non aux organismes génétiquement manipulés et il n'y a aucune raison que le gouvernement ne la suive pas sur cette question très importante. Pour Greenpeace, cette décision est la négation même du principe de précaution. On se retrouve exactement dans le même cadre que lorsqu'il y a 30 ans, on donnait à manger à des vaches des farines animales. On nous disait il n'y a pas l'évidence du risque, il n'y a pas la preuve que c'est risqué. Aujourd'hui, pour les OGM, on n'a pas de preuve du risque, mais un faisceau d'indications qui montre que les effets pourraient être extrêmement dommageables à long terme pour l'environnement et pour la santé. Le maïs est la seule plante génétiquement modifiée autorisée en France. 12 variétés sont déjà agréées. En autoriser 3 de plus, une position de principe, sans aucune conséquence concrète. Ça ne change rien puisque de toute façon les producteurs français n'en font pas. On a décidé de ne pas en faire parce que les consommateurs très simplement n'en veulent pas et donc on n'en fait pas. C'est aussi simple que ça. Si pour l'instant les Français ne produisent pas de maïs transgénique, le consommateur, lui, peut en trouver sans le savoir dans des produits importés. À la veille de l'ouverture des 2e États généraux du cancer, organisés par la Ligue nationale contre le cancer, nous avons choisi d'évoquer ce soir un problème souvent rencontré par des personnes qui ont été touchées par la maladie et ont aujourd'hui repris une activité. Celles-ci ont souvent bien des difficultés pour obtenir des prêts bancaires, car les compagnies d'assurance leur refusent en raison de leur état d'ancien cancéreux. Voyez le reportage de Jean-Daniel Fezaki et Pierre Moscovici. À 46 ans, Jean Blanchet est solide comme les armoires de sa Normandie natale. Même le cancer, qui l'a frappé 2 fois depuis 2 ans, n'a pas réussi à lui faire baisser les bras. Je me lève à 6 h le matin et puis, disons, j'arrête ma journée à 22 h, quoi. C'est bon, avec du bureau, un peu de relationnel client et puis, disons, le temps de casser la croûte aussi. Jean Blanchet a intégré la maladie dans sa vie. Ce qui lui semble important aujourd'hui, c'est d'embaucher un 3e salarié, de quitter sa maison trop petite et son atelier vétuste et inondable. Si je peux réaliser ce projet, c'est maintenant. Ce ne sera pas dans 10 ans, parce que dans 10 ans, je penserai plus à la retraite qu'à l'activité, quoi. Mais pour cela, Jean et sa femme ont besoin d'emprunter. 600 000 francs environ, mais qui dit crédit assurance décès. Et quand on a été victime d'un cancer, les choses se compliquent. Jean a d'abord été frappé à la porte de sa banque, le Crédit Agricole. La réponse a été rapide. Le service médical de l'assureur ne permet pas de vous assurer pour les risques d'essai invalidité. 2e demande auprès des banques populaires. L'examen de votre dossier a contraint le médecin conseil à refuser votre admission. Quant au Crédit Mutuel, il ne semble pas saisir l'urgence de la demande. Après étude du dossier par notre médecin conseil, nous vous informons que le projet doit être ajourné à janvier 2005. Les cancérologues constatent que les problèmes d'assurance sont les obstacles les plus fréquemment rencontrés par leurs anciens patients. Les traitements évoluent, l'espérance de vie s'allonge, mais certains médecins semblent l'ignorer. On a été sollicité par les médecins du travail pour des formations, par les médecins conseils de la sécurité sociale, mais personnellement, et nous à Baclès on fait beaucoup de formations et j'ai jamais été sollicité pour des formations pour des médecins de compagnie d'assurance, non. Jean Blanchet continue à tirer les sonnettes de différentes compagnies sans désespérer. Il serait en effet paradoxal que la médecine le soigne et que les assurances le condamnent. Et puis la Ligue contre le cancer met en vente un calendrier 2001. Regardez bien, c'est un calendrier intitulé Sain et Sympa. Les recettes de ce calendrier iront à la lutte contre le cancer. En matière de simplification administrative, une avancée. La durée de validité du passeport passera de 2001, en 2001 de 5 à 10 ans, mais également un retour en arrière, car le justificatif de domicile n'est pas totalement abandonné. Comme annoncé précédemment, les parents en auront toujours besoin pour les inscriptions de leurs enfants dans les établissements scolaires. En politique, Alain Madelin, estimant sans doute qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2002, et ce, dès hier soir, à Paris. L'ambiance était festive, mais cette candidature ne recueille pas l'unanimité dans sa propre famille politique. Reportage Jean-Baptiste Prédali et Bruno Giraudon.
in the football, ladies and gentlemen, Alain Madelin himself in person. Au programme, mélange des genres, pom-pom girls, choucroute pour les militants, pardon, les amis, jongleurs, mademoiselle Katia l'acrobate et Alain Madelin. Allez, on tient le tempo! Au fait, il est candidat à la présidence de la République depuis hier soir, depuis ce meeting façon fête foraine. À droite, après Charles Pasqua et avant François Bayrou, Jacques Chirac a donc un nouveau concurrent. Ma décision est prise. Ce soir, je pars en campagne. Bon, je ne pars pas en campagne pour figurer, pour témoigner, mais pour entraîner une majorité de Français. Pour son entrée en piste, si l'on peut dire, Alain Madelin a surtout rappelé les espoirs déçus de la campagne Chirac de 95. Son objectif, c'est d'abord d'exister, car d'ici à 2002, même pour ses partisans, la route paraît longue. On a plus d'une année pour arriver à l'échéance présidentielle. On ne va quand même pas attendre le dernier mois pour parler. Tout est bloqué, donc c'est vrai que c'est dans un an et demi. La législative d'abord et la présidentielle, parce que c'est une alternance d'ensemble. Après sa déclaration, Alain Madelin a vite laissé tomber la cravate et commencé les travaux pratiques de campagne. Oubliez la solennité habituelle des déclarations de candidature. Hier soir, on a démonté la tribune et transformé les militants, pardon, les amis, en danseurs de boîte de nuit. Au Parti socialiste, les 3 jours à venir seront importants puisque le congrès du parti dirigé par François Hollande se tient à Grenoble. 3 motions seront débattues, dont celle d'Henri Emmanuelli. Les militants du PS, quel que soit leur choix, n'ont pas ménagé cependant leurs critiques en préparation de ce congrès. Reportage Javi Timbert et Guillaume Fautra. Parfois c'est dur. Hein. Parfois c'est dur, dit ce militant à son premier secrétaire. Et c'est vrai qu'on commence à l'entendre, ce vague à l'âme, à la veille du congrès de Grenoble. Cette frustration d'une partie non négligeable des adhérents du PS. François Hollande est parti à leur rencontre, conscient que plus d'un quart d'entre eux ont voté pour les motions de Julien Drey et d'Henri Emmanuelli, donc pour une politique plus à gauche, pour que le PS en fasse plus, par exemple pour sauver l'emploi public, et qu'ils le disent au gouvernement, comme ce soir-là à Brest, à propos des arsenaux. Je voudrais bien que tu fasses un petit effort dans ce domaine-là, et comme on apprécie en général les François, eh bien que tu nous laisses un bon souvenir. Et la réponse n'est pas évidente. J'ai jamais voulu que le rôle du Parti socialiste soit de faire de l'incantation ou de faire plus à gauche, en sachant que de toute façon, le gouvernement n'en ferait pas le 10e. Car c'est bien là l'équation que doit résoudre François Hollande. Rien ne nous a été épargné. Comment à la fois représenter les aspirations du parti, sans pour autant gêner le Premier ministre. Je vois Lionel Jospin au moins 2 fois par semaine. J'ai suffisamment d'occasions ensuite de lui parler, de lui transmettre directement, mais pas simplement pour lui dire là-dessus il faut corriger. Bien sûr qu'il faut aller plus loin, aller plus vite, faire différemment quelquefois. Au PS, en tout cas, la guerre des courants semble avoir vécu. Même s'il y a plusieurs motions et donc plusieurs tendances, la ligne générale, celle du gouvernement, n'est pas vraiment contestée. En réalité, pour le parti d'aujourd'hui, c'est plutôt la représentativité qui pose problème. Beaucoup d'élus, mais seulement 120 000 adhérents qui voudraient un parti plus en phase avec la société. C'est de faire en sorte que le PS entende aussi les gens qui aujourd'hui dans les entreprises demandent des augmentations de salaire, les gens qui vont dans les comités ACTA, qui rejoignent le mouvement de José Bové. Ce qu'il faudrait surtout, c'est renouveler la classe politique et le militantisme de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas que des fonctionnaires ou des retraités au sein de nos partis. Voilà de quoi remplir la nouvelle feuille de route de François Hollande. Ce week-end à Grenoble, seul candidat en lice, il sera réélu premier secrétaire du PS, un poste qu'il n'entend pas quitter, en tout cas pas avant 2002. Du sport, de la voile, dans la course autour du monde en solitaire, le Vendée Globe, abandon du navigateur français Éric Dumont. Éric Dumont sur Eurocar. Éric Dumont a renoncé en raison d'une avarie de son gouvernail. Du football, déception hier soir pour l'Olympique lyonnais qui disputait à Munich face au Bayern un match comptant pour la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich l'a emporté 1-0. À partir de demain à Bercy, à Paris, du patinage artistique avec le trophée Lalique, une compétition où se retrouvent les meilleurs patineurs du monde. L'occasion pour eux de révéler leur nouveau programme, d'où les dernières répétitions pour Gwendal Pesera et Marina Anissina. 7 mois après leur titre de champion du monde de danse sur glace, ils reviennent toujours très déterminés. Reportage Nathanaël de Rinxin et Blaise Grenier. Lorsque Gwendal Pesera apparaît sur la glace, Marina Anissina n'est jamais très loin. À Lyon, les champions du monde de danse s'entraînent sans compter les heures. Une nouvelle saison débute. Depuis cet été, les journées de Gwendal et Marina sont rythmées par la dernière nuit de Beethoven sur la Terre.
Le programme est disséqué par leur entourage. Les séances sont éprouvantes. Mais pour séduire les juges, chaque geste, chaque mouvement a son importance. Le souci du détail, l'entraîneur est exigeante, mais le titre mondial est à ce prix. Je vis complètement avec eux, je suis absolument en osmose avec eux. Et c'est vrai que chaque mouvement, lorsqu'ils les font, je suis à 100% dedans. Et c'est pour ça peut-être que vous me voyez trépigner. Dans leur programme libre, les deux Français réalisent de nouvelles figures. Gwendal et Marina veulent entraîner le public dans leur danse, histoire d'asseoir encore un peu plus leur popularité. Caméra au point, ils observent leurs prestations, ils n'ont qu'une obsession, s'améliorer. Mais nous, on travaille autant qu'on avait travaillé avant. Et depuis le titre de championnat du monde, on se sent plus sûr. Et on est très content qu'on est aimé par le public, donc il n'y a pas de raison à avoir ce stress. On pense toujours aussi en fonction de ce qu'on a à donner, pas ce qu'on a à perdre. Et on a encore plein de choses à donner au public. Gwendal et Marina ont trop apprécié leur triomphe au championnat du monde pour ne pas avoir envie d'y regoûter. Le bonheur d'une médaille d'or aiguise l'appétit olympique. Les Jeux approchent à grands pas. Ils ne pensent qu'à ça. Le trophée Lalix, c'est à Paris. Une lecture pour finir avec un salut très amical à notre ami Jean-Jacques Le Garec qui publie aux éditions XO ce livre qui est intitulé Évasion, 74 jours à Jolo, le récit de sa vie d'otage sur l'île des Philippines. C'est un bloc-notes mais c'est aussi beaucoup de réflexions personnelles. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant le Proche-Orient, le nouveau signe de rupture entre Israéliens et Palestiniens. L'armée israélienne a ordonné la fermeture des bureaux conjoints de liaison. Et puis il y a eu de nouveau des morts et des blessés de part et d'autre aujourd'hui. La météo vous sera présentée dans quelques instants par Patrice Drevet. Et puis le point route par Valérie Maurice. À 20h50, vous retrouverez Envoyé spécial avec Bernard Benjamin et notamment une enquête sur le racket à l'école. À 1h15, le journal de la nuit vous sera présenté par Laurence Piquet. Et demain, 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Pierre Chevalier, le président de la Fédération nationale bovine. À 13h, ici même Gérard Rolls. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.